comment est-ce que la dissolution est possible? Rappelez-vous que dans l'unité 1, j'avais parlé des forces intermoléculaires. J'aimerais vous rappeler que si tu as une molécule d'eau, par exemple, donc ça serait ta molécule d'eau, la force d'attraction entre les atomes, donc la liaison entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène dans la molécule d'eau, ne sont pas des liaisons intermoléculaires, c'est des liaisons intramoléculaires. Quand je parle de liaisons intermoléculaires ou des forces intermoléculaires, c'est des forces d'attraction entre au moins deux molécules ou deux éléments qui sont séparés. Donc ici, tu aurais une liaison hydrogène qui, elle, est une liaison et une force intermoléculaire entre un oxygène qui a une charge partielle négative et un hydrogène avec une charge partielle positive. Donc ça serait une force intermoléculaire. Rappelez-vous qu'on a vu plusieurs types de forces intermoléculaires. On avait parlé des forces de Van der Waals. Puis les forces de Van der Waals, il y en a trois. Il y a la liaison, il y a la force de dispersion de London qui est la plus faible. Il y a la liaison dipôle-dipôle qui est un peu plus forte et la liaison hydrogène qui est la plus forte des forces de Van der Waals. On a aussi parlé d'une autre force intermoléculaire qui s'appelait la force ion-dipôle et que je vous avais dit dans l'unité 1 que les forces de Van der Waals, c'est les seules qui expliquent les températures d'ébullition et de fusion. Mais elles peuvent aussi expliquer la solubilité. Et que la force ion-dipôle, la seule chose qu'elle peut expliquer, c'est la solubilité. Ça veut dire que, et surtout la solubilité d'un solvant qui est polaire avec un composé qui est ionique, donc d'où le nom ion-dipôle. Donc, pour qu'une substance puisse se dissoudre dans une autre, il faut qu'il y ait une force d'attraction qui les attire. Maintenant, rappelez-vous que quand tu as des molécules qui forment un liquide ou un solide, il va y avoir ces forces d'attraction qui les maintiennent. Maintenant, si on parle d'une solution qui est aqueuse, le solvant est l'eau. L'eau est à l'état liquide. L'eau est maintenue ensemble, donc les molécules d'eau dans ton verre d'eau sont maintenues ensemble par des forces intermoléculaires qu'on appelle des liaisons hydrogènes, qui leur donnent un certain ordre et font que l'eau reste dans le verre. Mais quand on fait une dissolution, on est en train de créer des interactions entre le soluté et le solvant qui serait dans ce cas-ci l'eau. Si le soluté ne peut pas faire des interactions avec l'eau, il ne peut pas se mélanger dans l'eau de façon homogène, donc ne va pas se dissoudre. Donc la solubilité ou la capacité d'une substance à se dissoudre va dépendre de ces trois facteurs-là. L'interaction solvant-solvant, donc entre les deux molécules d'eau, l'interaction soluté-soluté, par exemple, entre les ions sodium et les ions chlorure, qui, eux, forment un composé ionique. Donc, ça, ce serait ton composé ionique qui est ton chlorure de sodium. Et où il y a une force électrostatique qui les attire. Donc, ici, tu as une force électrostatique qui les attire. Donc, ça serait l'interaction soluté-soluté. Et ensuite, il y a la dernière qui est la plus importante pour déterminer la solubilité d'une substance, l'interaction soluté-solvant ou solvant-soluté. Pour que le chlorure de sodium puisse se dissoudre dans l'eau, il faut que la force soluté-solvant soit plus forte que la force soluté-soluté et plus forte que la force entre deux solvants. Parce que si la force entre deux solvants, deux molécules de solvant est plus forte que la force d'attraction entre le solvant et le soluté, les solvants vont juste rester attirés les uns aux autres et vont garder leur position dans le liquide. Et donc, ne vont pas entourer les solutés pour les dissoudre et faire une solution homogène. Si la force électrostatique ici, donc la force soluté-soluté, est plus forte que l'interaction soluté-solvant, le soluté ne va pas se dissoudre. Il va maintenir sa forme cristalline parce que ses forces d'attraction vont être trop fortes. Par contre, dans le cas du chlorure de sodium dans l'eau, il va y avoir une force qu'on appelle la force ion-dipôle qu'on a vue à l'unité 1
Et cette force ion-dipôle est plus forte que la force électrostatique entre les ions chlorure et sodium, et elle est plus forte que la liaison hydrogène entre les molécules d'eau. Et c'est ça qui permet au sodium de se faire entourer par les molécules d'eau et le chlore de se séparer du sodium et de se faire entourer par les molécules d'eau pour qu'il se dissoude dans l'eau. Donc, pour que la solubilité, pour qu'une substance se dissoude, il faut que tu aies une force qui attire le soluté et le solvant, qui est plus forte que celle qui attire deux particules de solvant ou deux particules de soluté. Si ce n'est pas le cas, si la force ion-dipôle est plus faible que, disons, la force électrostatique, ça veut dire que les molécules d'eau ne vont pas être capables de séparer les deux molécules de soluté pour qu'ils se dissoudent. Maintenant, si on regarde ta molécule d'eau. Donc, ta molécule d'eau a des dipôles et c'est une molécule qui a toutes les caractéristiques pour faire des liaisons hydrogènes. C'est-à-dire que quand tu as de l'eau à l'état liquide, tu as des liaisons hydrogènes qui sont représentées ici par des petits points qui attirent les charges partielles négatives de l'oxygène aux charges partielles positives de l'hydrogène et qui font que l'eau va donner une structure relativement organisée. Donc, ce n'est pas organisé comme un solide, comme de la glace, mais à l'état liquide, il y a quand même une certaine organisation des molécules d'eau et qui font qu'elles restent dans ton verre et ne vont pas à l'état gazeux. Ces forces intermoléculaires sont des forces relativement fortes, comme on avait déjà mentionné. Mais si on rajoute, par exemple, une molécule qui est polaire, donc si ça serait, par exemple, HCl, l'acide chlorhydrique ou chlorure d'hydrogène, quand tu le mets dans l'eau, c'est un dipôle, premièrement, parce qu'on sait que la différence d'électronégativité entre les deux va donner un moment dipolaire qui va aller vers le chlore et ça va créer une charge partielle positive et une charge partielle négative. À cause que c'est une molécule polaire, la molécule polaire va faire en sorte qu'il va y avoir des interactions entre les molécules d'eau et les différents pôles de cette molécule polaire. Tu vas avoir une force ici entre la molécule d'eau, donc l'hydrogène de la molécule d'eau, et le chlore qui a une charge partielle négative de ton dipôle, qui va être une force qu'on appelle dipôle. Dipôle. Tu vas aussi avoir une autre force dipôle-dipôle qui va se faire ici, entre tes molécules d'eau, donc l'oxygène avec une charge partielle négative, et l'hydrogène avec une charge partielle positive ici. Donc, à cause que tu as deux molécules polaires, une molécule d'eau qui est polaire et un dipôle qui lui aussi est polaire, tu vas avoir une force dipôle-dipôle qui va s'exercer. Cette molécule polaire va être soluble dans l'eau parce qu'elle est capable de défaire les interactions entre les molécules d'eau. Donc, remarquez que les molécules d'eau sont plus organisées ici que là. Et on voit que les espaces sont relativement égaux entre les molécules d'eau à cause de ces forces, ces forces qui sont de répulsion et d'attraction qui donnent une certaine organisation. Donc, les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau sont dérangées et sont brisées parce qu'une nouvelle force, celle dipôle-dipôle, entre les molécules d'eau et ton autre molécule polaire, se forme et permet une réorganisation des molécules d'eau autour des molécules polaires. Et aussi des molécules polaires entre les molécules d'eau et séparées d'elles-mêmes. Remarquez que les molécules polaires ici sont séparées plus les unes des autres, donc de là à là. Ce qui va permettre de faire que cette molécule polaire va se dissoudre dans ton solvant, qui est l'eau, qui est aussi polaire. Et ça, c'est parce que tu as une force entre ton soluté et ton solvant qui est plus forte que les forces entre tes solutés et les forces entre tes solvants, et qui font que le soluté va être entouré de ton solvant et vont se disperser dans ta solution. Même chose ici avec quelque chose de ionique. Donc ici, tu vas avoir tes anions chargés négativement, qui sont plus gros. Rappelez-vous que les anions sont généralement plus gros. On a vu ça à l'unité 1. Et ici, tu as ton cation. Donc, cation. C'est des cations de ton composé ionique. Les forces d'attraction entre les anions et les cations dans ton composé ionique ici, qui est solide, c'est des forces électrostatiques qui sont très fortes,
Puis rappelez-vous, pour être capable de les défaire, quand tu ne les mets pas dans l'eau, ça prend des températures de 800 degrés Celsius. Mais en les mettant dans l'eau, on peut voir que ça peut se dissoudre parce que tes molécules d'eau qui sont normalement organisées à cause des liaisons hydrogènes, les liaisons hydrogènes se défont parce que tu as des nouvelles interactions qui se font entre tes cations et tes oxygènes chargés avec une charge partielle négative, qui est une force ion dipôle qui se forme, et entre tes anions qui sont chargés négativement et les hydrogènes qui ont des charges partielles positives. Et donc ici, encore une fois, on voit un autre exemple de force ion dipôle qui va être plus forte que la force électrostatique qui maintient les ions ensemble dans ton solide. C'est pour ça que le solide se défait. Et qui réorganise les molécules d'eau, donc défait les liaisons hydrogènes qui les organisent d'une certaine façon, pour les réorganiser, pour attirer, en étant attiré par la force ion dipôle aux ions qui font partie du composé ionique. Donc là, tu as la solubilité qui peut se faire. C'est-à-dire que de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des composés ioniques sont solubles dans l'eau. Mais on va voir, à cause de la force ion dipôle, mais on va voir que certains ne le sont pas, et on l'a déjà vu à l'unité 2 quand on avait vu le tableau de solubilité. Et ça, c'est parce que la force électrostatique des composés qui sont peu solubles dans l'eau est plus forte ou presque équivalente à la force des ions dipôles, et donc c'est difficile de séparer ces ions-là quand ils sont dans le composé ionique avec tes molécules d'eau. Les solutés qui sont polaires sont solubles dans les solvants polaires. Ça, c'est une des choses qu'il faut remarquer aussi, parce que tu as une force dipôle-dipôle qui va s'exercer entre ton solvant qui est polaire, l'eau, et ton soluté qui est polaire, qui lui aussi est polaire, à cause de cette force d'attraction. Maintenant, pourquoi est-ce que les substances se dissoudent dans l'eau? Bien, la raison principale pourquoi est-ce que la solubilité est possible et pourquoi est-ce que la force ion-dipôle peut défaire la force électrostatique entre les ions qui est très, très, très forte, c'est parce que même si la force ion-dipôle est une force intermoléculaire et que, je vous rappelle, la force électrostatique est intramoléculaire. J'imagine que vous pouvez vous poser la question. À l'unité 1, j'avais dit que les forces intermoléculaires doivent être plus faibles que les forces intramoléculaires. Mais là, je viens de vous donner un exemple où une force intermoléculaire, la force ion-dipôle, est plus forte que la force électrostatique entre les ions, donc intramoléculaire. Comment est-ce possible? Bien, la raison pourquoi c'est possible, c'est parce qu'en chimie, ce n'est pas juste noir ou blanc. Ici, il faut prendre en considération un autre facteur que vous allez voir plus en détail l'année prochaine, qui est un facteur de thermodynamique. Il y a toute une unité sur la thermodynamique, mais je vais essayer de vous l'expliquer en des termes un petit peu plus simples. De manière générale, en thermodynamique, il y a une loi qui dit que l'univers tend vers le désordre. L'ordre est difficile à maintenir. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Imaginez une salle de classe avec un suppléant. OK? J'imagine que vous imaginez ça. Vous savez qu'avec un suppléant dans une salle de classe, il y a beaucoup plus de désordre que quand tu as un enseignant comme moi dans la salle de classe. Et ça, c'est parce que le suppléant va mettre moins d'efforts à maintenir de l'ordre. Et donc, les élèves vont se disperser. Il y en a certains qui vont se mettre en arrière, il y en a qui vont se tenir debout, ils vont se promener, il y en a certains qui vont sortir puis se promener dans les couloirs, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus de désordre, beaucoup plus de chaos. Puis ça, c'est parce que le suppléant ne va pas maintenir de l'ordre comme un enseignant le maintiendrait. Parce que maintenir de l'ordre nécessite de l'énergie supplémentaire ajoutée. Ça veut dire que même un exemple social comme ça démontre que l'univers, généralement, veut tendre vers le désordre. C'est beaucoup plus... c'est parce que le désordre, c'est le niveau minimum d'énergie qui est nécessaire pour maintenir un certain état. Donc, si on regarde ce contexte-ci, les molécules d'eau,
quand ils sont tout seuls, sont relativement bien organisés à cause des liaisons hydrogènes et des forces de répulsion et d'attraction entre les charges partielles opposées et les charges partielles qui sont de même charge. Et ça crée un certain réseau qui est ordonné. Si tu regardes ta structure cristalline d'un composé ionique, c'est aussi un réseau très ordonné à cause des forces de répulsion entre les ions de même charge et les forces d'attraction entre les ions de charge opposée, ce qui crée un réseau cristallin très ordonné. Maintenant, si tu prends un composé ionique qui est très ordonné et que tu mets dans l'eau qui est relativement bien ordonnée, si on regarde l'image, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de désordre qui est créé. Tu as plus d'ordre ici et là que là. Parce que là, de façon aléatoire, tu vas avoir des molécules d'eau qui sont orientées dans des directions opposées. Et entre ces molécules d'eau, tu vas avoir des molécules d'eau qui, elles, vont peut-être faire des interactions les unes avec les autres. Donc là, tu augmentes le désordre. Parce que l'univers favorise les processus qui augmentent vers le désordre, ça fait en sorte que même si la force électrostatique est très forte, elle peut être dérangée par une force intermoléculaire qui est générale, qui devrait être plus faible, mais qui ne l'est pas, à cause que cette situation-ci favorise le désordre et donc requiert moins d'énergie à maintenir. Donc, la solubilité d'un composé ionique dans l'eau ou dans un solvant polaire s'explique à l'aide du fait que ça augmente le désordre, qu'on appelle aussi l'entropie en thermodynamique. Vous allez voir ça plus en détail l'année prochaine. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre exemple qui explique ce que je viens de dire. Tu as de l'eau qui est relativement ordonnée, avec un composé ionique qui est très ordonné à l'état solide, parce que ça forme un cristal. Quand tu les mets ensemble, ça crée plus de désordre. Tu viens d'augmenter le désordre, donc en passant de ce scénario-là à celui-là, tu augmentes le désordre, qu'on appelle l'entropie. Ça, c'est delta S, qui est l'entropie. Et ça, c'est favorisé thermodynamiquement. Donc, les processus veulent devenir plus désordonnés de manière générale. Ce qui me mène à un dernier phénomène que j'ai peut-être pas mis dans mon note de cours, mais je veux quand même mentionner, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu as un composé moléculaire qui est non polaire. Parce que pour les composés ioniques, c'est relativement simple. La force ion-dipôle est généralement assez forte pour déranger les forces intermoléculaires de l'eau et les forces intramoléculaires des composés ioniques pour favoriser le désordre. Donc, ça se dissout et ça devient homogène. Les composés qui sont moléculaires et qui sont polaires, donc ici, ça, c'est un composé moléculaire qui est polaire parce que tu as un dipôle, tu as une charge partielle positive et négative. Ça se dissout dans l'eau relativement bien parce que tu as des forces dipôle-dipôle qui permettent les interactions entre les molécules d'eau et le soluté qui est polaire. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu mets de l'huile dans l'eau? L'huile est un composé moléculaire qui est non polaire. Pourquoi est-ce que les composés moléculaires qui sont non polaires ne se dissoudent pas dans l'eau? Mais ça, encore une fois, ça a à voir avec le désordre et avec l'entropie. Un composé qui est non polaire ne peut pas faire de liaison dipôle-dipôle avec l'eau. Parce qu'un composé moléculaire non polaire peut seulement faire des FDL. Et les FDL ne sont pas assez fortes pour pouvoir briser les interactions entre les molécules d'eau. Rappelez-vous que pour que quelque chose soit soluble, il faut que tu brises les interactions solvant-solvant, soluté-soluté, pour être capable de favoriser des interactions soluté-solvant. Mais la force de dispersion de London n'est pas assez forte pour déranger la liaison hydrogène, qui est très forte, du solvant. Donc, ça ne peut pas interagir avec l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? C'est qu'elle va essayer de s'organiser autour de ta molécule non polaire ou de tes molécules non polaires pour être capable de... en fait, c'est qu'elle s'organise juste à cause des principes de thermodynamique. Donc, imagine que tu as des molécules d'eau qui vont s'organiser autour d'un amas de molécules non polaires. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas juste une molécule non polaire, tu as plein de molécules non polaires là-dedans, comme une bulle d'huile dans de l'eau, par exemple. Tu vas avoir tes molécules d'eau qui vont s'organiser autour et vont s'orienter de façon spécifique avec tes molécules qui sont non polaires. Ça va faire maintenant un certain nombre de molécules
qui vont être organisées. Donc, si on regarde ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 molécules d'eau qui sont plus organisées que quand elles sont dans l'eau ou quand elles sont tout seules ici. Donc, les molécules d'eau qui seraient ici sont moins organisées que là. Et là, tu as des molécules qui sont plus organisées autour de tes molécules qui sont non polaires. Ça fait que ça réduit le désordre. Tu as augmenté l'organisation. En augmentant l'organisation, ça réduit le désordre qui va contre le principe de thermodynamique que j'ai mentionné plus tôt. Si tu prends 2 gouttes d'huile et que tu les mets dans l'eau, après un certain temps, ces 2 gouttes d'huile vont venir se coller les uns aux autres pour former une grosse goutte d'huile. Vous pouvez remarquer ça quand vous prenez une vinaigrette du réfrigérateur. Vous avez une couche d'huile à la surface parce que c'est moins dense que l'eau. Vous avez besoin de mélanger pour que l'huile se mélange relativement de façon presque homogène. Mais ce n'est pas, c'est juste des plus petites bulles d'huile qui se dispersent à travers ta vinaigrette. En se dispersant à travers ta vinaigrette, ça fait maintenant beaucoup plus de petites bulles d'huile avec des molécules qui sont organisées autour. Donc, tu as plus de molécules d'eau qui s'organisent quand tu as beaucoup de petites bulles d'huile. Si tu laisses ta vinaigrette sur le comptoir pendant une longue période de temps, toutes les gouttes d'huile qui s'étaient séparées quand tu l'as mélangé vont se remettre ensemble pour former un gros amas d'huile. Et ça, c'est parce qu'en se mélangeant ensemble, ça diminue le nombre de molécules d'eau qui ont besoin de s'organiser. Quand tu as 2 gouttes d'huile, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 molécules d'eau organisées. Quand ces 2 gouttes d'huile se mettent ensemble, tu as maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 molécules d'eau qui sont organisées. Tu as moins de molécules d'eau qui doivent s'organiser autour de tes molécules non polaires que quand ils étaient séparés. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter le désordre. Si ça diminue les molécules d'eau qui sont organisées, ça diminue l'organisation, puis diminuer l'organisation augmente le désordre. Et donc, c'est mieux pour ces gouttes d'huile d'être attachées les unes aux autres pour former un gros amas d'huile que d'avoir des petites gouttes d'huile qui sont séparées. Et ça, c'est parce que tu vas avoir une force qui organise les molécules d'eau entre l'huile et l'eau, qu'on appelle une force hydrophobe. Et ça augmente l'organisation des molécules d'eau. Maintenant, cette force-là organise les molécules d'eau, mais fait en sorte que les molécules d'eau ne veulent pas se mettre entre les gouttes d'huile. Remarquez que dans les autres cas, les molécules d'eau entourent les particules qui se dissoudent pour créer un mélange homogène. Par contre, ici, ça ne crée pas un mélange homogène. Ça va créer vraiment 2 phases qui vont être séparées parce que ça n'est pas favorisé par le désordre à cause des forces hydrophobes qui organisent les molécules d'eau au lieu de les désorganiser et qui fait en sorte que les molécules qui sont non polaires ou les composés non polaires, les solutés non polaires, ne vont pas se mélanger dans un solvant polaire.